Eh bien, bienvenue dans Divergence politique. Ce soir, on est lundi 9 juin et on a la chance d'être en direct avec Benoît Clerc, qui est journaliste établi aux États-Unis. Alors, journaliste Benoît Clerc depuis de nombreuses années pour notamment des très grandes chaînes et des très grands médias français. Bonsoir, bonjour même Benoît, parce que là, à Los Angeles, on est le matin. Absolument, il est un petit peu plus de 9h30 du matin. Bonjour Alexis. Merci. On va parler dans cet épisode, on va parler justement des événements qui se déroulent actuellement à Los Angeles, qui sont effroyables. On voit des images, alors j'allais dire de guerre civile, mais je dirais même de guerre tout court. On va un petit peu décrypter ensemble pourquoi et comment on en est arrivé là et l'évolution sur ces derniers jours. Tout de suite, tout de suite générique. Nous sommes en guerre. Eh bien, une actualité politique qui nous ramène aux États-Unis, encore une fois, le pays où tout se passe actuellement politiquement à l'international comme au national. J'étais justement à Los Angeles il y a encore ça une semaine. C'était beaucoup plus calme, disons-le. Ça s'est complètement enflammé ces derniers jours. Benoît Clerc, déjà pour comprendre, parce que vu de France, c'est même incompréhensible, quelles sont les raisons de cette violence ? Alors, la première, c'est que le gouvernement fédéral, ça ne vous aura pas échappé, pardonnez-moi. La première, c'est que le gouvernement fédéral, ça ne vous aura pas échappé, cherche à mettre de l'huile sur le feu un petit peu partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas. Vous savez que depuis que Donald Trump est entré en fonction, il y a un peu plus de 4 mois maintenant, les choses vont de mal en pis au niveau d'abord de l'économie, ensuite de la sécurité, et donc Donald Trump cherche à allumer un peu des contre-feux. Alors, pourquoi ça a démarré ici avant même qu'il ne décide d'envoyer la garde fédérale il y a 48 heures ? Eh bien, tout simplement parce que l'autorité de l'immigration, puisqu'il a promis une chasse aux immigrés, comme l'avaient fait d'ailleurs d'autres présidents, il faut se rappeler que Bill Clinton avait fait sortir du pays un peu plus de 2 300 000 personnes à l'époque de son mandat. Mais Donald Trump le fait avec les moyens, avec la télévision, avec la radio, avec tous les supports médiatiques qu'il a. Et effectivement, ça prend plus d'importance, mais il ne fait pas autre chose qu'ont fait ses prédécesseurs, qui régulièrement ont remis à l'extérieur des frontières des gens qui ne devaient pas être aux États-Unis. Pour ce qui concerne cette opération cette année, l'immigration, la force de l'immigration va chercher les gens un petit peu partout, et c'est plus spectaculaire parce que ça se fait en masse. Ce que faisaient ses prédécesseurs, c'était des ponctions un petit peu discrètes. On allait chercher les gens à l'heure du laitier à 6 heures du matin, ça faisait pas de bruit, et on emmenait une personne, 2 personnes, 3 personnes. Là, on est dans un autre système, on est dans des déportations de masse. 2 exemples, les magasins Home Depot, ici, qui est une chaîne très connue, qu'on appellerait Monsieur Bricolage en France. Home Depot a, c'est traditionnel, sur ses trottoirs, tous les matins, des dizaines, voire plusieurs dizaines, dans certains Home Depot, d'immigrés qui ne sont pas forcément légaux et qui viennent chercher du travail. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est facile de les repérer parce qu'ils sont là sur le trottoir, ils attendent que les clients viennent chez Home Depot et proposent leurs services, qui pour refaire une maison, qui pour nettoyer un jardin, etc. Donc, c'était facile de les arrêter là, et Trump n'a pas choisi la complexité, il a choisi la facilité. Et pareil, dans des villes comme Compton, qui était célèbre pour un film, ou Paramount aussi, qui est une petite ville, il y a 50 000 habitants seulement à Paramount, mais on sait bien qu'il y a une grosse proportion d'immigrés illégaux, et donc c'est plus facile d'aller les chercher là. Donc, plutôt que des opérations chirurgicales comme faisaient ses prédécesseurs, Trump a décidé de mettre la force et de montrer sa force, mais c'est aussi une raison politique. Il ne faut pas se cacher. La Californie a voté démocrate aux dernières présidentielles. Le gouverneur... De justesse, ceci étant. Pardon ? De justesse, pour une fois, sur un État qui est traditionnellement extrêmement démocrate, pour une fois, il y a eu véritablement un vote Absolument.
Ouais. Absolument. Et Donald Trump pense, effectivement, il voudrait faire pencher la balance pour les prochaines élections. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir des midterms d'ici un petit peu plus un an et demi, et que donc Trump essaye par tous les moyens. Il sent bien qu'une partie de sa base le lâche, et donc il voudrait bien conforter son assise. Il n'aura peut-être pas trop de mal d'ailleurs, on verra ça au midterm. Donc cette guerre permanente avec Gavin Newsom, le gouverneur ici de Californie, fait qu'il y a une escalade. On le voit très bien. Il a décidé d'envoyer la garde nationale. Pourquoi? Il n'y en avait pas besoin. Newsom lui a dit dans une lettre qu'il lui a envoyée hier après-midi, il c'était vraiment pas la peine. C'est vraiment faire monter la pression, faire monter une escalade pour rien. La même chose dit par la maire de Los Angeles, Karen Bass. Donc tout ça fait que ça procède d'une espèce de démonstration de force médiatique. Les manifestations qu'il y a eu encore hier après-midi, bien sûr, la 101, une autoroute célèbre qui croise Los Angeles, a été occupée une partie de l'après-midi, les policiers étaient sur les ponts, les manifestants étaient sur l'autoroute. Bon, tout ça n'est pas très grave, entre guillemets. Bien sûr que ce sont des émeutes, ce sont des manifestations, ce ne sont pas des émeutes, même si effectivement un certain nombre, mais comme on le voit pareil en France, quand il y a des manifestations, il y a des émeutes et il y a des casseurs autour. Alors là, il y a eu des choses un peu spectaculaires, c'est-à-dire que par exemple, les voitures automatiques Waymo, par exemple, qui sont les voitures sans chauffeur dans LA, un certain nombre de manifestants ont commandé ces voitures, les ont amenées à Downtown et y ont mis le feu. Donc ça, c'est très spectaculaire et ce sont les images de télévision qu'on vous montre. Mais en réalité, le processus de nettoyage, entre guillemets, d'immigrés illégaux est à peu près naturel, comme ça s'est fait tout le temps. Sauf que là, ça se démontre un peu plus parce qu'il y a la télévision, parce qu'il y a les médias et parce que surtout... Parce que c'est Trump. Pardon? Parce que Trump est quelqu'un qui met en scène, alors à Los Angeles, en plus, ville iconique du cinéma, la mise en scène de Trump est véritablement à son apogée, effectivement. Nous, on en parle. Alors, c'est passionnant ce que vous nous expliquez, Benoît Clerc. Effectivement, on en parle souvent sur cette chaîne. Trump est quelqu'un qui scénarise ou qui met tout, je dirais un petit peu comme un film hollywoodien. Bon, alors, ceci dit, il nous avait habitués justement à beaucoup plus parler qu'à agir. Là, visiblement, est-ce que c'est sous la pression, vous en avez parlé, et ça, c'est peut-être un point qui est très important pour comprendre la situation, est-ce que c'est sous la pression des Republicans qui, aujourd'hui, quand même, sont pas tous aussi fidèles que Donald Trump le souhaiterait, qu'ils souhaitent, je dirais, mettre cette action coup de poing de manière extrêmement forte, extrêmement visible. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement, comme vous l'avez dit, plutôt une action politique derrière? Absolument. Donald Trump cherche à se déstabiliser Gavin Newsom, cherche à se déstabiliser la Californie en général, parce qu'effectivement, il veut faire payer à la Californie, comme je le disais tout à l'heure, son mauvais vote, entre guillemets, selon lui en tout cas, à la dernière élection présidentielle. Mais il ne faut pas oublier qu'en toile de fond, il y a tout ce qui se passe en Californie. Il y a eu bien sûr les incendies de Los Angeles en janvier dernier, vous vous en souvenez. Il va y avoir les Jeux Olympiques à venir aussi. Donc, 2026. Trump, vous le dites fort bien, Trump occupe la scène médiatique, c'est le meilleur moyen pour lui d'exister, spécialement ici à l'ouest du pays. Il ne faut pas oublier qu'on est à 4000 km, un peu plus de 4000 km de Washington. Quelque part, il a l'impression que cet État ne le suit pas. Enfin, il n'a pas quelque part l'impression, il a raison de voir que cet État ne le suit pas et il aimerait bien le faire rentrer dans l'ordre. Mais c'est mal compté avec les représentants démocrates ici qui sont extrêmement remontés. On a vu ce matin Maxime Waters, qui est la représentante démocrate noire, qui a essayé de forcer la porte de la prison, le centre de détention de Los Angeles, où un leader syndical, David Huerta, un leader syndical connu, est emprisonné depuis hier soir. Elle a essayé de forcer la porte de la prison et elle a dit aux gens de la garde nationale, aux jeunes officiers de la garde nationale, ils sont 300. Ils ont été déployés de San Diego, c'est la 79e brigade de combat d'infanterie. Elle leur a dit, écoutez, vous êtes des gamins, vous n'êtes pas là pour supporter un président américain qui a été inculpé 34 fois. Maintenant, si vous voulez tirer, tirez-moi dessus, mais visez droit. Donc, vous voyez, il y a une escalade, et mais si les représentants s'y mettent, effectivement, la situation, à mon sens, va se calmer cette semaine. D'abord parce qu'on est lundi et que les gens sont repartis au travail. Les manifestations ont souvent lieu le samedi et le dimanche puisque les gens sont en congé. Mais je pense que cette situation ne va pas escalader
au-delà de quelques jours. Il fait très chaud à Los Angeles, il fait un peu plus de 30 degrés aujourd'hui. Donc tout ça va freiner probablement les manifestations. Et dernier point, Alexis, qui me semble important de vous rapporter ce soir, c'est les forces de police. Les forces de police de l'État de Californie, alors tout individuellement, depuis avant-hier, depuis vendredi même, on a vu ce matin Jim McDonnell, le LAPD chief, qui a dit très clairement, ça ne sera pas avec nous. Le California Highway Patrol aussi, vous savez, qui est la police des autoroutes, a dit pas question, l'immigration, les forces d'immigration n'ont pas intérêt à venir nous demander quoi que ce soit parce qu'on les aidera pas. Donc les forces de police sont très proches de la population et pas du tout, et n'ont absolument pas l'intention de porter main forte, c'est le cas de le dire, aux forces qui sont chargées de déloger les immigrés illégaux. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que la loyauté des troupes ensuite va se trouver confrontée. La garde nationale, normalement, la garde nationale, elle appartient à Newsom. Donc le déploiement qui a été fait par Trump est illégal. Et Newsom a dit et a envoyé une lettre hier à Trump en disant que c'était illégal et qu'il allait le poursuivre pour ça. Et puis il lui a dit aussi ce matin, il lui a dit, mais si vous voulez, venez m'arrêter. Donc on est dans la provocation, on est dans l'escalade, mais je pense que les choses vont se calmer parce que tout le monde a intérêt à se calmer. Mais je pense que Trump a voulu montrer, faire le gros bras comme il sait faire et comme il aime bien faire au niveau médiatique. Et je pense qu'il y aura d'autres raids, bien sûr, il y aura d'autres personnes. Mais la Californie, c'est important aussi pour les immigrés parce que une grande partie de la population qui travaille, vous savez qu'on appelle souvent la Californie le verger de l'Amérique parce qu'on a au centre de l'État toute une plaine agricole extrêmement importante. On a des vignobles, bien sûr, au nord, du côté de Santa Rosa et de Napa Valley. Et toute cette population immigrée, travaille légale ou illégale, travaille souvent dans ces fermes. Et donc, c'est une main-d'œuvre dont on a besoin ici en Californie. On ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, on ne puisse plus ramasser les tomates ou les oranges ou les carottes. Surtout à l'heure des tarifs sur le vin français, notamment. Donc, exactement. Ça tomberait plutôt mal, effectivement. Donald Trump, bon, c'est quelqu'un, effectivement, qu'on a suivi beaucoup sur cette chaîne durant son élection, après son élection. Souvent, on a tendance à dire, ici, on est très critique depuis quelques semaines sur Donald Trump. On dit qu'il parle beaucoup, mais que finalement, généralement, tout rentre dans l'ordre, un petit peu comme les fameuses histoires des tarifs, où il avait annoncé des chiffres mirobolants, où il s'attaquait finalement à quasiment tous les pays du monde. Puis finalement, ça fait pchit, comme dirait le président Chirac. Et puis, on n'en parle plus. Est-ce que là aussi, véritablement, Trump va rentrer dans l'ordre des choses? Est-ce que c'est plus de la parlotte que quelque chose qui a vocation à durer sur du long terme? Alors, il va continuer probablement, il aime bien les effets d'annonce, vous avez raison, les effets de manche, il aime aussi. Ça va continuer probablement pendant un bon moment encore parce qu'il veut vraiment montrer que les frontières sont fermées. J'étais moi-même au Mexique il y a quelques jours et c'est vrai qu'on repasse la frontière du Mexique à la vitesse de l'éclair, là où il fallait traditionnellement 1 heure ou 1h30 d'attente. Maintenant, sur un petit poste frontière, on peut passer la douane pour remonter du Mexique vers les États-Unis en moins de 10 minutes d'attente en voiture. C'est extrêmement court. Donc, on sent bien qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que les Américains qui ne sont pas très sûrs et qui votent pas forcément pour Trump ne partent pas. Et ils n'ont pas envie de partir parce qu'on a vu un certain nombre de cas. Alors, évidemment, on monte un peu plus en mayonnaise les cas de gens, de mariages binationaux où l'un peut rentrer, l'autre pas, ou de familles dont un enfant a été déporté, pas les parents. Il y a multitude de cas et les avocats sont dessus, bien sûr. Les avocats des droits de l'homme, c'est super important. Mais comme le disait Jim McDonnell ce matin, le patron de LAPD, on va respecter le premier amendement de la Constitution, c'est la liberté d'expression, la liberté de parole. Et Trump a un certain nombre de procès qui l'attendent, et la Cour suprême devra se prononcer aussi dans quelques jours sur un certain nombre d'actions qu'il a prises. De temps en temps, il se fait confirmer, de temps en temps, il se fait infirmer par la Cour suprême. Donc ça va probablement durer encore un petit moment. Mais une fois encore, ça ne sera pas pire si on fait les comptes à la fin. Je pense qu'on ne verra pas de grande différence entre les expulsions sous Obama, sous Biden, un petit peu moins peut-être, mais sous Clinton et éventuellement également il y avait eu énormément d'expulsions à l'époque, il y a une 60aine d'années déjà, sous Lyndon Johnson, il faut s'en rappeler. Donc, je pense qu'une fois encore, c'est un effet médiatique qui est amplifié, bien sûr, par les réseaux sociaux, par la télévision, et que Trump joue là-dessus, et pendant ce temps-là, il fait diversion sur ce
qui ne marche pas à Washington. Et Oui, c'est pas une mauvaise stratégie de communication, vous en conviendrez. C'est ce que j'allais vous dire. On sent un Trump véritablement dans le dur depuis plusieurs semaines. Sur l'international, là, finalement, rien n'a marché. Israël-Palestine, mais c'est pas un succès aussi foudroyant et clair qui avait été annoncé, je crois, en février de mémoire. L'Ukraine, c'est un terrain très compliqué pour le président Trump. La Chine, pas mieux. On voit qu'à l'international, ça marche pas. Et puis, moi, je reviens notamment des États-Unis. Puis, Benoît Claire, vous vivez ici depuis très longtemps. On voit quand même que les Américains sont, pour la base qui a voté pour lui, en grande partie déçus. Moi, j'ai vu beaucoup, j'étais 3 semaines aux États-Unis, j'ai vu beaucoup d'Américains qui avaient voté pour lui et qui me disaient, finalement, c'est comme les autres. C'est qu'il n'y a pas de résultat concret. Alors, est-ce que, et notamment sur cette base, je vais me faire le rebond, sur cette base dont on avait parlé des hispaniques qui avaient voté pour lui lors des élections présidentielles américaines, on avait dit que ça avait été notamment quelque chose qui avait permis d'avoir ce succès extrêmement brillant qu'il a obtenu. Est-ce que c'est quelque chose qui peut je dirais, le défavoriser dans l'opinion des gens qui ont voté pour lui? Je ne vais pas parler de ceux qui n'ont pas voté pour lui, parce que là, je crois qu'il est encore plus... il cristallise encore plus de rancœur qu'avant. Mais en tout cas, pour ceux qui avaient voté pour lui, est-ce qu'il y a un début de désamour? Oui, j'assistais il y a quelques jours dans une petite ville à 2h30 de Los Angeles à une réunion politique, un républicain qui venait rendre compte de son mandat à ses électeurs et qui s'est fait littéralement conspuer alors que c'est une ville dans laquelle il a été élu avec 72% des voix. Trump a été élu avec 72% des voix, donc c'est une grande majorité. Et les électeurs disaient à ce représentant républicain, mais c'est vraiment n'importe quoi, vous mettez les gens à la porte qui ne devraient pas y être. On a des exemples précis, on a des oncles, des cousins, un frère ou une sœur qui ont été virés de tête de département ministériel, puisque vous savez qu'il y a eu des purges, que le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, va fermer dans quelques jours, au profit des États, dit Trump, mais enfin, en tout cas, au niveau fédéral, il s'en lave les mains maintenant. Et donc, ce représentant s'est quasiment fait éjecter de sa salle de réunion en disant, mais les électeurs lui ont dit, mais comptez sur nous aux élections de mi-mandat, il n'est pas sûr qu'on vote pour toi. Et manifestement, c'est ça la grande crainte d'un certain nombre d'élus républicains au niveau national, c'est de voir que leur base électorale est en train de s'effriter, que les gens ne sont pas contents du tout, parce qu'ils pensaient quelque part que ça allait être le sauveur. Moi, je me souviens de la première campagne de Trump, quand il a été élu la première fois, je couvrais à ce moment-là cette campagne pour TF1, et j'étais allé dans un petit aéroport, pareil, au fin fond, à la frontière entre l'Arizona et la Californie. Et Trump est arrivé avec son avion, l'avion Trump, et on mettait une estrade devant l'avion, il sortait sur la passerelle, il faisait son discours et puis il repartait 2 heures après dans un autre village. Et les gens autour de moi, j'entendais des gens disant, Marie disant à sa femme, regarde, on l'a vu à la télé, The Apprentice, c'est lui, sympa, il a une bonne tête, on va voter pour lui. Sans aucune espèce de démarche de réflexion politique, hein. C'était vraiment du brut de fonderie, on va dire. Et donc, moi je crois, et c'est un pronostic que je livre à qui veut l'entendre aujourd'hui, c'est que les élections de mi-mandat risquent de très mal se passer pour Trump. Donc, on vous suit sur le pari, hein. On l'annonce sur Divergence Politique depuis quelques temps. On pense effectivement que là, ça va être un petit peu difficile pour lui. Ça, alors, on le sent au Sénat, à Washington aussi, parce que vous avez vu, les lois ne passent pas toutes seules. Il y a eu, il y a 15 jours, 3 représentants républicains qui ont voté avec les démocrates. Alors, ils se sont fait taper sur les doigts après, certes, ils sont rentrés dans le rang, mais ça veut dire quand même qu'il y a toute une frange politique qui est en train de se poser question de sa réélection, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être qu'on prenne nos distances avec lui, il faut qu'on le fasse maintenant, parce que sinon, après, on sera dans la même marmite et on va bouillir tous ensemble. Donc, je pense que les élections de mi-mandat risquent, et que Trump le sait, hein, il est, je pense, très très bien informé, et les électeurs, ses électeurs lui reprochent aussi la qualité du gouvernement qu'il a mis en place, c'est-à-dire qu'un journaliste de télévision, on ne va pas leur faire offense, mais se retrouve secrétaire d'État à la Défense, qu'une championne de bodybuilding, catcheuse, pardon, se retrouve à l'Éducation nationale. Enfin bref, il y a un certain nombre de nominations comme ça qui font penser que toute la première équipe de Trump, il faut se rappeler de ça aussi, chercher qui est là aujourd'hui, qui était là dans la première équipe. Il n'y en a plus beaucoup. Ils sont tous partis, ou ils ont tous été remerciés plus ou moins poliment par Trump, mais il y en a énormément. Il n'y en a quasiment plus personne de la première équipe historique, le premier mandat Trump. Il n'y en a plus.
Ils sont tous partis. Pourquoi? Parce que c'est ingérable, parce que on peut pas travailler avec un président qui est un petit peu soupe au lait, qui change d'avis comme il change de chemise, dirait-on en France, je crois. Donc voilà, on en est à ce point qui n'est pas encore un point de rupture, mais qui va probablement aller en se dégradant jusqu'à enfin, pour ce qui me concerne, mon opinion aujourd'hui est que jusqu'à mi-mandat, ça va être compliqué et ça le sera encore plus après si les élections ne lui sont pas favorables et je crains qu'elles ne le soient pas. Je pense que Trump aura du mal à finir son mandat tranquillement. Toute dernière question, et pour finir, en plus, il y a l'épisode Musk qui a secoué un petit peu la fin de semaine. Toute dernière question pour finir justement ce podcast. On voit aussi où on sent, je dirais, une renaissance de l'opposition des démocrates. Alors, pendant les premiers mois, peut-être ils avaient pris le coup de bâton derrière la nuque, ils étaient amorphes, et là, on sent quand même depuis plusieurs semaines qu'il y a une opposition du côté démocrate qui est en train de revenir et de manière assez virulente. D'ailleurs, on le voit notamment sur la question de la Californie et de Los Angeles, mais pas que sur ce sujet-là. Voilà. L'opposition qui n'existait pas ces derniers mois, on a l'impression qu'elle est en train de reprendre vie. Alors, vous avez raison dans une partie de votre analyse. En fait, la stratégie des démocrates, j'ai parlé avec l'un d'entre eux il y a quelques semaines, est de dire laissons-le faire, laissons-le s'embourber le plus longtemps possible. Essayons. Alors, bien sûr, il y a eu le coup de bâton derrière la nuque, vous avez raison, ça, c'était personne n'imaginait que Kamala Harris ne puisse pas être élue, en tout cas dans les cercles, entre guillemets, autorisés. Supposé réfléchi de Washington, ça a été un gros coup de massue, certes. Mais ensuite, les représentants démocrates et républicains, parce qu'il y a un certain nombre de républicains qui restent intelligents quand même, se sont rendus compte quand même qu'il y avait des dérives. On se rend compte que manifestement, il y a l'âge qui vient en compte, la fatigue aussi, et qui fait que Trump n'est pas aussi en forme qu'il était il y a 8 ans. Donc déjà, ça c'est un premier point. Quant au fait qu'ils aient envie de bouger, les démocrates, oui, ils sont un peu coincés. Je pense qu'ils auront un peu plus s'ils ont un peu plus de majorité lors des midterms, à ce moment-là, ils seront plus enclins à parler un peu fort. Là, pour l'instant, Obama parle, Clinton est inexistant, mais il est vieux maintenant. Seul Obama parle encore, mais pas beaucoup. Et la technique, c'est attendons, laissons-le s'embourber. Et puis après, on reviendra et on montrera ce qu'on sait faire. Mais on est habitué à ce genre de cycle aux États-Unis, puisqu'il n'y a que deux grands partis, démocrates et républicains. Donc cette alternance, on la connaît. Moi, j'en suis à ma 7e ou 8e élection présidentielle, 9e même. Donc on a vu le fil à plomb passer d'un côté à l'autre. Mais on verra. C'est une surprise, mais c'est passionnant parce que c'est vrai que c'est une vie politique qui reste agitée. Eh bien, 1000 fois merci, ça nous a permis de voir beaucoup plus clair. Alors, Los Angeles, vous nous avez rassurés, on n'est pas dans les grandes émeutes de 1989, si je ne dis pas de bêtises, ou 1990, je ne suis peut-être pas très bon sur l'année. La dernière fois où la garde fédérale était intervenue à Los Angeles, c'était en 2020 pour les émeutes contre George Floyd, et puis il y a eu en 93 les fameuses émeutes de Watts en 93. Oui, 93, pardon. Oui, 92-93. Eh bien, 1000 fois merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu, à nous Français qui comprenons pas bien les enjeux et pourquoi autant de violence actuellement. Là, ça a été extrêmement clair. Et effectivement, la situation politique américaine, elle est absolument passionnante. Nous, on en parle sur Divergence toutes les semaines. Voilà, c'est là que ça se passe, en tout cas, très clairement au niveau mondial. Et on va suivre ça avec grand plaisir dans les semaines à venir. Benoît Clerc, 1000 fois merci et à très bientôt sur Divergence. À bientôt.